Je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être un format un petit peu différent de ce qu'on a pu voir depuis maintenant 2 semaines sur ma chaîne YouTube où c'était axé trading fondamental. Là, ça va être axé questions-réponses. Sur tout le mois d'avril, j'ai posé à plusieurs reprises sur Instagram dans ma story, posez-moi des questions, j'y répondrai en vidéo. Et donc, j'ai pu accumuler une quinzaine de questions. Et l'objectif donc de cette vidéo, c'est de répondre à ces quinzaine de questions dans un ordre assez précis. En premier lieu, on va avoir toutes les questions par rapport au trading, donc mon trading personnel. Ensuite, on aura les questions par rapport à la vie autour d'un trader, comment moi j'entoure ma vie, parce que le trading, on le verra par la suite, mais c'est pas énormément de temps. Et ensuite, toutes les questions par rapport ou en rapport avec l'expatriation. Donc, j'espère sincèrement que ce format, il vous plaira. On pourrait aussi refaire pareil s'il vous plaît par rapport à l'investissement. Là, les 5 premières questions, ça va être des questions par rapport à mon trading. On pourrait faire aussi 5 questions par rapport à l'investissement. Là, il faudrait que j'axe dans ma story Instagram des questions par rapport à l'investissement. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et une bonne vidéo. Donc, la première question, c'est tu prends combien de trades par semaine? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tellement différent chaque semaine. Il n'y a pas un nombre minimum de cases ou un nombre minimum de trades où je dois cocher, bon voilà, c'est bon, j'ai pris mes 2 trades cette semaine, ou un nombre maximum, c'est bon, j'ai pris 5 trades, je ne peux plus en prendre. Ça va vraiment se faire en fonction du marché. Je sais qu'en janvier, avec la situation au Venezuela et au Groenland, j'étais pas spécialement à l'aise à envoyer du volume sur les marchés. Donc, j'ai pris de mémoire 3 ou 4 trades. Là où en mars, avec l'opération Epic Fury, pardon, le conflit au Moyen-Orient, on avait vraiment une direction qui me semblait claire. Et donc, j'ai pu énormément spéculer sur cette direction qui était une direction risk-off. Et donc là, j'ai pu prendre 8 ou 9 trades sur le mois, donc sur le mois de mars. Et c'était assez intéressant à trader. En avril, beaucoup moins de volume aussi. Donc par semaine, en mars, ça devait faire 2 ou 3 par semaine. En janvier, ça faisait 1 ou 0,5 par semaine. Là, en avril, c'est pareil, 4 exécutions. Donc ça fait une par semaine. Et je ne vais pas m'empresser d'envoyer du volume sur les marchés parce qu'il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Ça varie énormément en fonction du marché. La deuxième question, c'est pourquoi l'analyse fondamentale est si importante pour toi. Pour moi, l'analyse fondamentale, c'est plus important que le trading. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à me passionner d'économie, l'économie, c'est l'analyse fondamentale en soi. On décèle, je sais pas, des chiffres, on va voir ce qui se passe dans les économies du monde, de l'Argentine, des États-Unis, de l'euro. Et après, le trading est arrivé, donc ça fait sous forme d'entonnoir un petit peu, où on va pas aller trader le pesos argentin ou, ou le pesos mexicain. Donc directement, on se fixe sur 8 économies, donc les 8 plus grandes puissances économiques mondiales, entre guillemets, et on se fixe sur leur devise et on analyse leur économie interne. Alors bien sûr, des fois, il y a des facteurs externes, comme aujourd'hui au Moyen-Orient. Et avec notre propre analyse, on arrive à se faire des biais sur leur devise. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la devise, c'est ce qui reflète la situation économique interne de l'économie. Okay, si le yen japonais baisse en continu depuis 3 ans, par exemple, c'est qu'il y a sûrement un problème interne à l'économie. Sinon, elle ne baisserait pas autant. Donc, pour moi, l'analyse fondamentale, elle est tellement importante parce que ça nous amène une vision beaucoup plus globale des marchés. Ça nous aide à trouver nos biais. Alors, bien sûr, on ne peut pas exécuter avec de l'analyse fondamentale, il faut se pencher sur l'analyse technique. Mais même question passion, moi, l'analyse fondamentale, ça reste ma passion. Donc, pour conclure sur cette deuxième question, l'analyse fondamentale, elle est si importante pour moi parce que c'est ce qui va littéralement faire bouger les marchés. Et c'est très bien ou très bon, je ne sais pas comment dire, quand on comprend pourquoi ça bouge, quand on comprend pourquoi les indices boursiers montent, pourquoi ils baissent, pourquoi le dollar est en train de monter, pourquoi l'euro est en train de baisser. Je trouve que c'est la base. L'analyse fondamentale est si importante parce que c'est la base. Ensuite, au niveau du trading, il y a une autre question donc là qui est plus en rapport avec l'analyse fondamentale, mais avec l'analyse technique. Est-ce que tu utilises aussi l'analyse technique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de détracteurs d'analyse technique, des mecs ou des femmes, bien sûr, qui sont axés analyse fondamentale, le technique, ça sert à rien, laisse-le de côté. Alors moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Sincèrement, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Bien sûr, je mettrai toujours l'analyse fondamentale sur un piédestal par rapport à tout le reste. Cependant, sans l'analyse technique, on ne peut absolument rien faire. Et donc, dire que l'analyse technique ne sert à rien, ce serait chier sur ma propre stratégie. Juste que je ne vais pas me pencher directement sur l'analyse technique avant d'avoir un biais fondamental clair et des idées dans ma tête qui sont exécutables, entre guillemets. Si demain je suis haussier sur l'euro, je suis baissier sur le CHF et je suis haussier sur l'AUD, et ben je vais aller chercher des ventes euro CHF, des ventes euro AUD. Donc là, je vais aller me pencher sur les graphiques. Mais je ne vais pas me pencher sur euro CHF, euro AUD. Techniquement, qu'est-ce que ça donne? Ok, ça me paraît trop haussier,
fondamentalement, merde, c'est baissier. Mais mentalement, on va quand même aller chercher des contre-arguments pour se faire croire que bah, en fait, c'est haussier parce que le technique, ça se voit. Visuellement, on voit un graphique, bon, bah là, ça tend à monter. Non, fondamentalement, ça se voit pas. Il faut rechercher, il faut se faire un avis, il faut se faire vraiment sa propre opinion sur une devise. Ça, c'est beaucoup plus complexe. Mais une fois que cette opinion est faite, on est obligé de l'exécuter avec de l'analyse technique, obligé de l'exécuter sur un graphique. Donc oui, j'utilise l'analyse technique et c'est une bonne chose d'utiliser l'analyse technique. La quatrième question, c'est une question qui n'est pas spécialement penchée directement vers le trading, mais c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute dans le trading? Alors, c'est très compliqué, mais si tu débutes, tu es vraiment au début de ton parcours de trading, je te conseille vraiment de faire un travail sur toi-même et de regarder si l'économie, c'est ta passion. C'est-à-dire que tu peux pas te lancer dans le trading sans être passionné d'économie parce que c'est inutile. Tes journées, c'est l'économie. Tu, tu baignes dedans à longueur de journée. Quand il se passe des trucs dans le monde, tu dois regarder s'il n'y a pas un impact sur l'économie américaine, sur l'économie européenne. Donc, si l'économie directement, ça ne te passionne pas ou même ça te fait chier, le trading, c'est pas fait pour toi. Et il n'y a vraiment pas de souci. Il y a tellement de business, tellement de trucs à faire dans le monde que venir perdre du temps sur du trading où tu n'en as rien à foutre de l'économie, ça ne sert absolument à rien de perdre ton temps à essayer de comprendre pourquoi le dollar, l'euro, etc. bouge. Il faut mieux prendre cette énergie-là et la mettre sur un business où là, tu vas vraiment être passionné. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui débute en trading. Parce que même moi, dans mes amis, j'ai beaucoup de personnes qui veulent faire du trading ou même qui trouvent ça bien. La première chose que je leur dis, c'est mais l'économie, ça te passionne réellement ou juste ce que tu trouves bien, c'est l'argent potentiellement, le but à la fin, le Graal, l'argent que tu pourrais récupérer. Souvent, c'est l'argent qu'ils pourraient récupérer. Donc rapidement, à froid, ils se disent, ouais, en fait, non, j'ai pas envie de passer mes journées derrière des graphiques, derrière des calendriers économiques, etc. Donc, ils switchent et il n'y a pas spécialement de souci. Et la dernière question en rapport avec le trading, c'est qu'est-ce qui différencie un trader rentable d'un trader non rentable? Alors, ma réponse, elle va être différente de tout ce que vous avez pu voir. Pour moi, c'est pas l'exécution, c'est pas la psychologie, ça ne veut rien dire du tout. Pour moi, c'est la manière de réfléchir de quelqu'un. Mon prof d'Excel, donc quand j'étais en école de commerce, j'avais un prof d'Excel. C'est quelqu'un qui avait déjà travaillé en salle de marché, donc il n'était pas trader, mais il était en front office. Et il m'a toujours dit, et c'est un petit peu lui aussi qui m'a renforcé ma passion au niveau de l'économie, il m'a dit si tu veux travailler en salle de marché, donc bien sûr tu as les études, tu as le back-end, etc. scolaire, mais il y a aussi ta compréhension et ton intelligence et ta manière de réfléchir. Lui, il m'a dit que donc il était à la, je sais pas si je peux le dire au cas où je couperai, mais il était à la Société Générale et dans son entretien d'embauche ou prise de poste, ils lui ont beaucoup parlé des situations économiques. Donc des choses toutes bêtes, mais la crise des tulipes, la crise des subprimes, etc. En fait, il m'a dit que derrière, il cherchait vraiment quelqu'un qui savait réfléchir et qui était intelligent, qui pouvait s'adapter très très vite, qui avait une connaissance très profonde dans l'économie. Et donc pour moi, c'est ça. Un trader rentable et un trader non rentable, ça va se différencier dans la manière de réfléchir de quelqu'un. Peut-être qu'un trader rentable, une fois qu'il prend 3-4 paires d'affilée, il va se poser et se dire bon, c'est pas normal, mais c'est pas grave. Peut-être qu'un trader non rentable, justement, lui, il va pas se poser, il va se dire c'est pas normal et en plus c'est grave. Donc ça, une fois de plus, c'est une manière de réfléchir que peut-être les traders rentables n'ont pas. Les traders rentables, quand ils vont dormir la nuit, peut-être qu'ils arrivent à tout couper et on verra ça demain. Peut-être qu'un trader non rentable, justement, à 3 heures du matin, il se réveille, il regarde un graphique et automatiquement, il y a des choses qui se mettent en place dans son cerveau, il voit des mouvements et il a envie d'y participer. Donc, il faut mot. Donc, c'est peut-être ça aussi, tout ce qui est derrière la manière de réfléchir. Mais pour moi, c'est la base. Ça va vraiment différencier un trader rentable d'un trader non rentable, comment il réfléchit. Là, on passe sur 5 autres questions qui vont être axées au niveau de la vie d'un trader. Donc, bien sûr, ça a toujours un rapport avec le trading, mais aussi ce qui entoure ma vie. Donc, la première question, c'est à quoi ressemble une journée typique de trader? Alors, ça varie énormément, mais il y a des points qui vont être fixes dans ma journée. Donc, je vais parler aux heures françaises. Donc, tous les matins avant la session de Londres, de 7h à 7h30, c'est ce qu'on appelle un market point. Donc, je ne vais pas trader, mais je vais regarder ce qui a pu se passer dans la nuit. Par exemple, si j'ai une position sur le JPY, sur l'AUD, sur le NZD, donc des positions qui vont être maintenues overnight, mais pendant que moi je dors, bah, je vais regarder rapidement, ok, qu'est-ce qui s'est passé en Australie, qu'est-ce qui s'est passé au Japon. Si c'est rien passé de grave, donc il n'y a pas eu d'intervention au Japon par exemple, la RBA n'a fait aucun commentaire en Australie et les marchés ont juste suivi leur cours avec de la faible volatilité durant la nuit, je vais directement passer à autre chose, commencer ma journée. Okay. Bien sûr, là, s'il s'est passé des gros mouvements, des news, un conflit géopolitique qui démarre en pleine nuit ou
des bateaux qui explosent dans le détroit d'Ormuz, ok, là, je vais peut-être y passer un petit peu plus de temps. Mais le temps, souvent, c'est entre une demi-heure et 45 minutes où je me pose et je regarde ce qui a pu se passer pendant toute la nuit. Ensuite, toute la matinée, ça change. Soit je peux travailler donc, sur l'économie, soit je peux aller me balader, aller à la salle de sport, aller faire un paddle, n'importe quoi. Juste à midi, de midi à 13h, là, je mange. Ça, c'est axé depuis 2 ans. De midi à 13h, je mange. De 13h à 13h15, ça, je trouve que c'est assez important pour n'importe quel trader de faire ça. C'est que je n'ai plus de téléphone, je n'ai plus d'ordinateur, je m'assois n'importe où. Donc, je peux m'asseoir sur une chaise et pendant 15 minutes, j'ai juste un chrono, un minuteur, où au bout de 15 minutes, ça sonne. Sinon, je pense juste avant ma session de trading, je vais un petit peu me détacher des réseaux sociaux, un petit peu me détacher des messages que j'ai pu envoyer ce matin pour me concentrer sur ma session de trading. Donc, j'ai sûrement l'air d'un con quand je le fais. Mais en tout cas, pendant 15 minutes, je ne fais rien. Je suis assis comme ça. Et ça m'aide à me préparer à ma session de trading. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Et ensuite, de 13h15 à 15h30, là, j'ai ma session de trading. Donc, parfois, ça peut finir à 14h30, parfois, ça peut finir à 16h. Mais en moyenne, ouais, ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Donc, ça le fait largement. Ensuite, l'après-midi, c'est pareil. De 15h30 à 19h, 20h, je peux aller faire un paddle, je peux aller à la piscine, je peux aller à la mer, je peux aller à n'importe où, c'est pas grave, où je peux me fixer des tâches à faire. Et ensuite, le soir, j'ai un market point, le second. Donc là, c'est avant d'aller me coucher, toutes les positions, toutes les alertes, voir si tout est bien calé. Une fois de plus, revérifier si c'est rien repassé de très très grave. Souvent, s'il se passe quelque chose de très grave, ça se voit directement sur un graphique. Et ensuite, je vais me coucher et le lendemain, c'est pareil. C'est très redondant, la vie de trader. Mais comme tous les jours, c'est des nouvelles choses. Moi, je trouve que c'est hyper passionnant. Ensuite, la seconde question, ça va être est-ce que tu stresses encore avant un trade? Non. J'ai jamais trop stressé avant de prendre un trade et je pense que je stresserai jamais parce que ça ne sert à rien en fait. Quand tu prends ton trade, donc quand soit ton ordre est déclenché, soit tu le prends directement au marché, tu as toutes tes confluences, tu as toutes tes raisons. Si tu le prends maintenant, c'est que tu as une bonne raison de le prendre. En tout cas, de mon côté. Donc, je vois pas pourquoi je stresserais avant de prendre un trade. La troisième question, ça va être est-ce que le trading te rend vraiment libre? Euh, Oui et non. Quelqu'un qui a 30 ans, qui a une connaissance économique de dingue, qui est rentable, là, je pense que oui. Oui, il peut être libre de faire ce qu'il veut, outre ses sessions de trading, bien sûr, en fonction du time zone. Mais moi qui suis assez jeune, ça me rend pas encore libre parce que j'estime ne pas avoir assez de connaissances encore, même si je suis rentable en trading. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'économie, c'est ma passion. Et l'économie, c'est tellement profond. C'est tellement profond. Je sais pas, je vais comparer ça avec la médecine et peut-être que je me trompe, mais la médecine, je pense qu'une fois que tu connais le corps humain par cœur, que tu as été docteur, que tu as vu beaucoup de cas, en fait, tu as sûrement fait pas le tour du métier, mais tu as sûrement tout vu, tout ce que tu pouvais voir. En économie, il s'est tellement passé de choses et c'est tellement profond qu'en fait, même moi, je suis conscient que je ne saurai jamais tout. Mais le but, c'est d'en savoir le maximum. Et un exemple tout con, est-ce que ça me rend libre? Actuellement, oui, parce que je peux voyager, je peux aller un petit peu où je veux pour travailler où je veux. Mais je sais que cet été, j'aimerais bien faire un campus à Oxford. Donc Oxford, c'est une école à Londres. Et donc, moi, j'ai arrêté l'école parce que j'étais rentable en training, donc ça me faisait vraiment chier d'aller à l'école, là, je vous l'avoue. Mais je sais que l'été, souvent, ils font des stages de 8 semaines à 10 semaines où tu viens à Oxford et tu travailles. Donc là, c'était sciences économiques et relations, non, sciences politiques et relations économiques. Et je sais qu'il y a un campus de 10 semaines comme ça à Oxford. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place. Et est-ce que là, je vais être libre? Absolument pas. Les horaires de cours, je vais y aller quand ils commenceront. En tout cas, ça me semble hyper intéressant de faire ce genre de choses, même si ça me coupe un petit peu de liberté à court terme. D'ailleurs, ça développe mes connaissances beaucoup plus et j'ai une connaissance économique beaucoup plus profonde. Donc, pour répondre à la question, est-ce que ça me rend réellement libre? Je dirais que ça dépend vraiment du profil. Si quelqu'un est rentable, ne veut pas aller chercher plus loin, oui, il va sûrement être libre. Si quelqu'un est rentable, a déjà été chercher plus loin et maintenant il est très avancé dans la vie, oui, ça le rendra libre. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui est jeune comme moi, qui est rentable, mais qui pense qu'il n'en connaît pas assez, oui, ça me rend libre, mais je me coupe un petit peu cette liberté pour justement en apprendre un maximum parce que c'est hyper intéressant. Ensuite, j'avais une autre question qui relie un petit peu avec la dernière question qu'on a pu voir au niveau du trading, c'est quelle qualité est indispensable pour réussir dans le trading? Une fois de plus, moi je pense que c'est la passion et la manière de réfléchir. Sans passion, de toute façon, vous allez vite vous rendre compte que ça vous épuise, c'est pas intéressant, vous avez la flemme de faire votre session de trading. Donc directement, vous allez switcher vers autre chose. Et la manière de réfléchir, c'est vraiment ce qui est indispensable. Il faut avoir une overview, si on prend un exemple sur le dollar, il faut avoir une overview de l'économie américaine et savoir si cette donnée, elle remet en question l'overview que vous avez. Et donc ça, c'est une manière de réfléchir qui se met en place avec le temps, bien sûr. Mais si on n'a
si on n'est pas directement, ça va pas vite, ça percute pas vite dans notre cerveau, c'est plus compliqué de réussir dans le trading. La dernière question, c'est une double question, c'est est-ce que la vie de trader sur les réseaux sociaux, c'est la réalité? Et est-ce qu'un trader doit réellement faire du sport à côté et être stock? Ça, c'est une question qui m'a été posée donc sur Instagram. Pour répondre à la première partie, la vie de trader sur les réseaux, est-ce que c'est la réalité? Ça dépend quelle personne vous suivez. Moi, je pense que ça reflète vraiment la réalité où la plupart du temps, je suis sur mon bureau à travailler et le reste, soit je suis en train de lire le journal ou je suis à la plage. Je suis dehors. Vraiment, c'est arriver à combler son temps. Donc, je pense que si on suit ma vie sur les réseaux sociaux, oui, ça suit ma propre réalité. Maintenant, tout le monde a une vie différente. Tout le monde a une vie différente. Quand moi, je vais travailler sur, je sais pas, la crise asiatique de 1997, il y en a qui vont être à la plage. Quand moi, je vais être à la plage, il y en a qui vont être au paddle. Quand moi, je vais être au paddle, il y en a qui vont être à la piscine. Donc, tout le monde a une vie différente. Maintenant, si tu fais plus, si tu pars plus sur le côté à Dubaï, Lamborghini, etc., non. Non, ça reflète absolument pas la réalité. Et maintenant, la deuxième partie de la question, est-ce qu'un trader doit absolument faire du sport à côté et être stock? Alors, pour répondre à la première partie de cette deuxième question, je pense que faire du sport, c'est important. Aller courir, aller à la salle ou n'importe quel sport, se dépenser, même dans la vie de tous les jours, ça, c'est assez important. Maintenant, être stock, alors moi, j'en vois pas l'importance. Euh, si d'autres personnes en voient l'importance et si toi, derrière ton écran, tu vois l'importance d'être stock, bah, va te stocker. Je sais pas comment dire ça, mais moi, de mon côté, je vois absolument pas l'importance d'être stock parce qu'il n'est pas là mon edge. Mon edge dans la vie, c'est pas d'être stock. Mon edge, c'est d'être trader rentable. Donc, bien sûr, oui, je vais à la salle et j'aime bien aller à la salle avec mes amis, mais de là à vouloir en faire, c'est pas une compétition, mais de là à vouloir en faire quelque chose de important et de primordial dans ma vie, pas du tout. Je mettrais même la crise des subprimes avant la salle. Si je dois passer 2 heures à continuer à l'étudier ou 2 heures à aller à la salle, je vais passer 2 heures à étudier la crise des subprimes parce que aller à la salle, c'est juste un hobby. C'est juste un hobby, ça me fait kiffer. Et quand j'ai pas envie, bah, j'y vais quand même, mais avec moins d'entrain. Ok, et maintenant, les dernières questions qui vont être plus axées sur l'expatriation. Première question, ça va être pourquoi j'ai choisi de partir vivre à l'étranger. Ma réponse, ça va être sur plusieurs points. On a le premier point où ça va être économique, où moi j'étudie à Paris. Et si on veut avoir un bon train de vie à Paris, ça dépend une fois de plus de toutes les personnes. Et moi, en tant qu'étudiant, je pense qu'il fallait que je spende, je sais pas, entre 4 et 5 000 euros par mois pour avoir vraiment un bon train de vie, où je ne me privais pas spécialement. Maintenant, ici, pour avoir un bon train de vie, là, actuellement, je suis en vacances à Bali. Je sais pas, je dirais entre 2000 et 2500 euros. On a déjà un bon train de vie, alors bien sûr, avec une maison, etc. Donc déjà, ce premier point. Ensuite, le point de vue, bien sûr, fiscalité. Donc, je suis pas un expert fiscal. J'écoutais bien sûr mon prof de fiscalité quand j'étudiais en école de commerce, mais là-dessus, je me suis fait accompagner et c'est beaucoup plus avantageux de venir en Malaisie ou rien que de venir en Asie au niveau fiscalité, c'est beaucoup plus avantageux. Et après, le dernier point, je dirais, c'est peut-être productif, mais c'est à double tranchant. Euh, Ici, c'est sûr que je peux pas être dérangé. Personne va venir me faire chier quand je travaille, me dire de faire un autre truc. Et du coup, le double tranchant, c'est que bah, personne va venir me faire chier. Donc, on peut vite se retrouver tout seul. Mais après, ça dépend une fois de plus de vous, hein. Il y a des solutions bien plus proches de la France que l'Asie. Il y a Andorre, il y a l'Estonie, même la Géorgie, je crois bien. Malte, qui est assez intéressant aussi. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, la seconde question, c'est est-ce que partir vivre à l'étranger règle tous les problèmes? C'est sincèrement quelque chose que je croyais, mais pas du tout. Pas du tout, ça ne règle absolument pas tous les problèmes. Moi, je pensais quand j'allais arriver ici, tout allait être un peu plus beau, tout allait être un peu plus rose, mais non. Non, non, non. Vivre à l'étranger, ça ne règle absolument pas tous les problèmes. Si vous voulez partir pour oublier vos problèmes, bah, ne partez pas. C'est une très mauvaise idée. Ensuite, c'est quel est le plus gros avantage de l'expatriation? Euh, Bah, une fois de plus, ça reste axé sur l'économie. Je dirais la fiscalité. La fiscalité qui est le plus gros avantage. Euh, c'est vraiment l'avantage, moi, que je vois le plus, la fiscalité. Ensuite, en avant-dernière question, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile quand on s'expatrie? Je pense qu'une fois de plus, ça dépend de tout le monde. Euh, Moi, être seul ici, ça me dérange pas tant. Je dirais que ce qui a vraiment été le plus difficile, c'est de trouver un vol. Parce que je suis parti début avril et à cause de la guerre, c'était très très compliqué. Donc moi, ça a vraiment été trouver un vol. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Euh, les logements sont accessibles. S'expatrier, si vous êtes bien entouré, ça reste très facile aussi. Donc moi, vraiment, ça a été trouver un vol. C'est con, mais
c'était dur. Et la dernière question qui est revenue 2 fois, de mémoire même 3 fois je crois, c'est est-ce qu'il faut être riche pour s'expatrier? C'est une très bonne question, mais je pense qu'il ne faut pas être riche. Il faut juste avoir confiance en toi et en ta capacité à générer des revenus. En France, je sais pas, avec 2500, 3000 euros, je pense que tu peux avoir un bon loyer, un petit train de vie assez sympa. Ici, 2500, 3000 euros, c'est encore plus sympa. Maintenant, en France, tu peux rapidement être soutenu par ta famille, par tes amis, par tes proches. Ici, si tu fais pas tes 2500, 3000 et tu n'as pas de contact, de cercle, d'un coup, c'est plus compliqué de tenir et tu as une légère pression qui se met dans ta tête au début du mois, vers le milieu du mois, si tu ne suis pas tes moyennes. Donc, c'est plus compliqué. Mais c'est pas une question de richesse, je pense. Ouais, c'est une question de génération de cash, peut-être de patrimoine un petit peu quand même. Tu peux pas venir ici avec 15 000 euros sur ton compte en banque. C'est très compliqué. Je pense qu'il faut mieux avoir quelque chose de sûr, de solide. Et ensuite, tu viens ici. Préparer d'abord en France. Donc, je sais pas, créer ton propre business, créer ta propre boîte qui fonctionne en ligne, bien sûr. Euh, Commencer à gérer ton propre patrimoine. Et une fois que tu sens que tout est bien établi, voilà, oui, ça peut être une très bonne idée de s'expatrier. Et même si tu n'es pas riche à proprement parler, le but, c'est que tu sois à l'aise avec ce que tu gagnes, à l'aise avec ce que tu possèdes, à l'aise d'être où tu vis. Et ensuite, tout se fera naturellement. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce genre de format t'intéresse, mais tu aimerais qu'on axe aussi sur le côté investissement, où là on a beaucoup axé trading, il n'y a aucun souci, fais-le moi savoir en commentaire. Et sur ce, je te souhaite un très bon dimanche.